inquiétant pour la démocratie parce que tous les grands pays occidentaux, aujourd'hui, pour ne plus intervenir militairement officiellement, sont en train de développer dans des proportions considérables des sociétés de mercenaires qui pourront échapper aux lois de la guerre, mais qui sont en fait complètement contrôlées par les services secrets. Et il y a deux types de vrais faux mercenaires. Il y a eu un triplement depuis 1990 du nombre des soldats, on pourrait appeler des forces spéciales, qui dépendent maintenant directement du commandement des opérations spéciales, le COS, qui est rattaché hors hiérarchie à la présidence de la République. Autrement dit, depuis 1990, le président de la République française dispose de sa garde présidentielle comme n'importe quel chef d'État africain. Et il peut mener des guerres secrètes, ce qu'il a fait au Rwanda et ce que Chirac a fait au Congo-Brazzaville. D'ailleurs, le ministre de la Coopération français a vendu la mèche dans Jeune Afrique. Il a dit qu'il y a vraiment beaucoup trop de confusion au Congo-Brazzaville parce qu'il y a quantité de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier. Parce que c'est tout simplement des militaires des forces spéciales qui se déguisent en mercenaires, qui font un intérim de mercenariat et qui porteront à nouveau leur uniforme demain. C'est quand même tout à fait gênant. Mais il y a encore pire. Il y a tous les mercenaires d'extrême droite qui sont répandus à travers toute l'Afrique et dont le vivier est constitué par la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen, le DPS, Département Protection Sécurité. Il y a 1700 hommes là-dedans, anciens gendarmes, anciens militaires, anciens policiers. Toutes les sociétés de mercenaires françaises recrutent parmi ces 1700 hommes. Il y a au moins une quinzaine de sociétés de mercenaires, et quand nous sommes plaints de la présence de ces mercenaires au Congo-Brazzaville, au ministère des Affaires étrangères, on nous a dit, mais il faut respecter la liberté du commerce. Alors, ces sociétés, pour voir un peu de quoi il s'agit, il faut que je vous raconte très brièvement l'histoire de Bernard Courcel. Bernard Courcel est un officier du plus secret des services de renseignement français, qui s'appelle la sécurité militaire ou la DPSD. La DPSD est chargée entre autres du contrôle des trafics d'armes et des mercenaires. En 1980, il démarre sa carrière avec un certain Bruno Gollnisch, qui a fait une autre carrière par la suite. Bernard Courcel, chargé de contrôler les mercenaires, il crée sa société de mercenaires avec son frère, qu'on verra ensuite les 15 années à venir. Ensuite, il est chargé de la sécurité de l'entreprise Lucher, qui fournit des armes à l'Irak et à l'Iran pendant toute la guerre des années 80. Car la stratégie occidentale, c'était que la guerre dure le plus longtemps possible. Ensuite, je passe quelques épisodes, en 1990, il devient en quelque sorte le garde du corps de Madame Mitterrand-Bis, Anne Pajot. Madame Mitterrand-Bis était conservatrice du musée d'Orsay, et pas du Quai d'Orsay, pardon. Et Monsieur Bernard Courcel a été chargé de la sécurité du musée d'Orsay. Quand on sait les dizaines de millions, pour ne pas dire les centaines de millions, que Mitterrand a dépensé pour garder le secret de sa vie privée, on peut difficilement imaginer un personnage plus près du cœur du pouvoir. Or, sans transition, en 1994, M. Bernard Courcel est nommé directeur de la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Il passe de Mme Mitterrand-Bis à Jean-Marie Le Pen sans transition, et pendant 6 ans, il va être le directeur de ce vivier de mercenaires, qu'il enverra un peu partout, en Afrique et ailleurs. En 1999, il devient directeur de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui venait de commettre une série de crimes contre l'humanité, et 2 mois plus tard, directeur de la sécurité des installations pétrolières françaises au Gabon, un poste tout à fait marginal. Donc vous voyez cette espèce de glissement entre Mitterrand, les trafics d'armes, les mercenaires, la garde présidentielle de Le Pen, la sécurité des installations pétrolières, ça a quelque chose de tout à fait hallucinant. Et vous avez peut-être vu récemment sur France 3, après un interview dans Libération, qu'un repenti de chez Courcel avait expliqué comment ils faisaient leurs coups en Afrique, comment de temps en temps ils venaient aussi menacer des opposants en France, et comment, quand ils étaient un peu trop désœuvrés, on les envoyait dans les quartiers sensibles brûler des voitures pour y attiser aussi un peu l'ethnisme, parce qu'il n'y a pas de raison de développer le racisme seulement en Afrique. Donc vous voyez quand même que ces mécanismes sont assez inquiétants pour la démocratie. Alors je continue dans le négatif avant de passer un peu plus dans le positif, parce qu'il faut aller au fond du négatif. Il faut quand même nettoyer un peu les esprits de ce côté-là. Alors, il faut un petit chiffon. Je
Je passe en Angola. L'Angola, c'est un pays très contrasté. C'est le pays le plus riche d'Afrique. Il y a d'énormes gisements d'or noir, de pétrole. C'est l'Arabie saoudite du XXIe siècle. Des patates d'or noir, de pétrole, gigantesques au large de l'Angola. Et en même temps, c'est le pays le plus malheureux d'Afrique parce qu'il est en guerre civile depuis 25 ans. On sait aujourd'hui, c'est tout à fait prouvé, que les Américains, les Français et d'autres armaient les deux côtés de la guerre civile. D'ailleurs, à Elf, c'était très simple. Sirvin armait les rebelles et Taralo armait le gouvernement. Donc ça pouvait durer longtemps. Donc, un pays en guerre civile, un pays avec une richesse pétrolière extraordinaire. Alors, à ce niveau-là, quand il y a tant de pétrole, il faut partager les risques. On fait ce qu'on appelle des consortiums, c'est-à-dire des camemberts. Donc vous avez une grande patate d'or noir qui va produire 3-4 millions de tonnes, et vous avez ceci qui n'est pas un signe de paix, 43% pour Total Elfina, 43% pour une société anglo-saxonne, Chevron, Exxon ou tout ça, parce qu'évidemment, l'opposition, la guéguerre franco-américaine ou franco-britannique, c'est de la propagande à usage subalterne. Quand il s'agit de choses sérieuses, on s'entend. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire, il y a 10% pour une société qui s'appelle Falcon Oil. Alors, Falcon Oil, c'est M. Falcon qui a enlevé un nœud et qui a fondé une société pétrolière aux États-Unis. Il n'est pas plus pétrolier que vous et moi, mais lui, le pasquoyen anti-américain, s'est installé à côté de Bush et était le plus gros contributeur de la campagne électorale de Bush. Puis à côté, vous avez une société de mercenaires israéliens, l'Efdan, et ce type de schéma, avec d'autres sociétés, vous le retrouvez dans toutes les patates d'or noir. Autrement dit, vous avez un gisement gigantesque, est inscrit pour toute sa durée de vie la fourniture de biens et services de guerre. C'est comme ça que tous les pays d'Afrique, et d'ailleurs, qui ont le malheur d'avoir du pétrole, au lieu que ça les enrichisse, ça les appauvrit, parce que la guerre est dans les gènes de l'exploitation pétrolière. Quand on a compris ça, on est obligé d'entrer dans des considérations assez inquiétantes. C'est-à-dire que, en fait, tous ces gens, les Marchiani, les Falcon, les Guedamac, les Sirvin, etc., ces gens-là qui sont dans le pétrole, ils sont aussi dans les ventes d'armes. C'est pour ça que l'affaire Elf est une affaire de trafic d'armes. Pourquoi, quand on parle d'affaire Elf, c'est l'affaire des frégates de Taïwan? Mais parce que c'est exactement la même chose. Tout l'argent du pétrole, une grande partie de l'argent du pétrole, passe par les paradis fiscaux. Une grande partie passe par des circuits opaques et occultes. Or, les armes, c'est la même chose. Il y a entre 25 et 50% de commissions. Tout passe par les paradis fiscaux. Et donc, puisque c'est les mêmes tuyaux, c'est les mêmes gens qui s'en occupent. Ces gens-là, ils font à la fois dans le pétrole et dans les armes. C'est d'autant plus pratique qu'il y a une partie de l'argent du pétrole qui sert à acheter des armes. Et tout ça constitue des cagnottes considérables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement les armes et le pétrole. Tous ces gens-là dont je viens de vous parler, ce sont soit des agents des services secrets, soit des honorables correspondants des services secrets. M. Falcon et M. Guedamac étaient protégés par la DST. M. Guedamac est aussi dans l'orbite de l'ancien KGB, du Mossad. M. Falcon est très proche des États-Unis. Tous ces gens-là, ils sont multicartes des services secrets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que depuis la guerre froide notamment, l'ensemble des services secrets des deux camps ont toujours eu des besoins de financement très supérieurs à ce que leur votaient les parlements. Et par conséquent, depuis toujours, ils se sont constitués des cagnottes en trafiquant, en magouillant dans le pétrole, dans les armes, mais on pourrait aussi dire les diamants, la forêt, etc. Donc vous avez une sorte de triangle. Armes, pétrole, services secrets. Et puis, en fait, quand vous regardez de près, ça va plus loin. C'est pas seulement les armes, le pétrole et les services secrets, c'est aussi branché complètement sur les circuits de blanchiment qu'on a en Afrique, à travers la Corse-Afrique des Jeux, Paris et Casino, dont on entend parler en ce moment, et qui a les mêmes comptes en banque et les mêmes circuits, très branchés sur le pétrole aussi. Parce que depuis toujours, les services secrets
dans leurs manœuvres. Vous le savez bien depuis la guerre d'Indochine qui était financée à moitié par le trafic de l'opium. Vous savez bien aussi que, je l'ai expliqué sans que Pasqua n'ait jamais osé m'attaquer en diffamation, que c'est lui qui a créé la French Connection pour faire un petit peu des bonnes œuvres des services secrets, etc., etc. C'est-à-dire qu'on arrondit les angles du côté, les magots, plus exactement, on arrondit les magots du côté d'un certain nombre de trafics, drogue, faux monnayage, etc., etc. Alors, tout cela, ça constitue des sommes d'argent parallèles, de manœuvres qui permettent de renverser des gouvernements, qui permettent de faire des politiques parallèles dans un certain nombre de pays, tout à fait inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant, et je vais finir par là ce que je vais vous dire sur l'Afrique avant de rebondir sur autre chose, c'est le passage de la France-Afrique à la mafia-Afrique. Parce que dans cette histoire de l'Angola, vous avez le pourboire pour Jean-Christophe Mitterrand, 13 millions, vous avez 3 milliards pour Guédamac, 3 milliards pour Pierre Falcon, et quand vous passez à Guédamac, c'est 30, 40, 50 milliards qu'on commence à entrevoir. Pourquoi? Parce que Guédamac est en quelque sorte le représentant de cette énorme masse financière que certains appellent la mafia russe, mais qui est tout simplement le pillage de la Russie qui s'est produit en l'espace de 4 ans entre 1989 et 1993. Au moment où le mur allait s'effondrer, le KGB et la nomenclature russe, en l'espace de 4 ans, ils ont bradé à 10% de sa valeur les énormes stocks stratégiques d'aluminium, d'engrais, de diamants, de pétrole et les armes de l'armée rouge qui étaient en quantité considérable. Ils les ont vendus à 10% de leur valeur pour que la différence puisse être placée dans les paradis fiscaux en Suisse et ailleurs. Et cette somme-là, ça représente 500 milliards de dollars. Avec cet argent-là, ces gens-là qu'on appelle aujourd'hui les nomenclaturistes ont racheté la Russie, et ils ont racheté une partie de la Côte d'Azur, et ils ont racheté aussi une partie du pétrole en Angola. Ils ont fait un certain nombre de trafics. Ils ont même été jusqu'à racheter la plus vieille banque américaine, la Bank of New York. Alors là, les Américains ont dit stop quand même. On veut bien jouer avec vous, mais il y a des limites. On n'a pas vaincu l'URSS pour que vous veniez racheter nos banques. Donc, à ce moment-là, ils leur ont dit, mais les 10 milliards les 10 milliards de dollars d'argent du FMI, ils ne seraient pas disparus par hasard? Alors, effectivement, ils étaient disparus. Et disparus par ce circuit-là. Alors, après cette sommation, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, un mois plus tard, le FBI a reçu l'ordre d'arrêter l'enquête sur ces 10 milliards de dollars du FMI. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que Guédamac, c'est, je vous ai dit, l'ex-KGB, le FSB, la DST, le Mossad, quelques autres services encore. Il est associé à Falcon, qui est branché sur les États-Unis, et on pourrait continuer longtemps comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer depuis 3 ou 4 ans? C'est que ces nappes souterraines parallèles gérées dans l'orbite des lobbies militaro-industriels, des pétroliers et des services secrets sont en train de s'interconnecter. On a une mondialisation des phénomènes de criminalité financière ou d'argent parallèle des différentes nationalités. Et c'est ça qui est en train de se passer à travers des personnages comme Guédamac, qui est en quelque sorte le porte-parole de la masse financière russe. Donc on s'aperçoit qu'on est en train d'assister à une espèce de prise de contrôle extrêmement dangereuse, parce que la France-Afrique, qu'est-ce que c'était? C'était une raison d'État mise en place par De Gaulle avec des pratiques de voyous, des pratiques illégales de voyous. Mais quand vous avez des gens qui pendant 40 ans font des pratiques de voyous, eh bien ils deviennent des voyous. Un Sirvin, qui est un honorable correspondant des services secrets, il dit, mais j'ai de quoi faire 20 fois sauter la République, j'ai de quoi me payer toute la classe politique, ce qu'il a fait. Donc ce n'est plus la classe politique qui commande aux services secrets, c'est ces gens-là qui se mettent à commander à la classe politique. Donc tout ça est extrêmement inquiétant par rapport à notre démocratie, outre que ça contribue à détruire l'Afrique et à lui coller des dettes qui n'ont ni queue ni tête. Bon. Mais je voudrais maintenant terminer assez rapidement en passant sur l'enjeu politique majeur qui est derrière tout ça. Derrière tout ça, il y a d'abord le problème de l'accélération incroyable de la délinquance, de la criminalité financière, de la dérégulation financière qui est en train de constituer un gouvernement parallèle du monde. Bon.
Et une partie des événements récents s'explique aussi par cela. Chapitre complet, dans Noir Chirac, il y a toute une partie qui traite de ça nommément avec tous les gens. Bon. Donc si vous voulez, je n'ai pas peur de donner les noms. La Grande Loge nationale française, qui est la franc-maçonnerie la plus à droite, essentiellement, mais beaucoup plus. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, france-africains, appartiennent à la GNF. Tous. Tous les dictateurs. Certains sensibles au Grand Orient, oui, avec Christian Moussy, tout à fait. Mais ils sont tous passés à la GNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les trois chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF, c'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et il est en train de vouloir revenir en Corse. Il y a une difficulté importante, et là je tiens à être tout à fait précis, c'est que dans l'histoire de France, dans l'histoire de la démocratie, dans l'histoire de la République, la franc-maçonnerie a joué un rôle positif très important. Beaucoup des institutions républicaines, y compris de la construction du bien public, s'est fait à cause, j'allais dire, de la partie positive de l'humanisme franc-maçon. Or, ce que j'explique dans Noir Chirac, c'est que, en fait, comme il y a une partie secrète et initiatique, c'est une tentation extraordinaire pour les services secrets de tenter de dévoyer cette partie-là pour faire le secret du secret. Et c'est comme ça que dans l'histoire de la franc-maçonnerie, très souvent, il y a eu des responsables des services secrets qui sont devenus grands maîtres. Il y a eu Barouin, il y a eu récemment Guglielmi, etc., etc. Et comme vous l'expliquez, l'ancien patron de la DGSE, M. Marion, a dénoncé un système... Excusez-moi.